Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ces aléas du direct. Le jeudi, on s'intéresse à la politique, on s'intéresse à l'économie. Et là, ça va tous vous intéresser parce que on a avec nous le monsieur qui nous envoie les déclarations d'impôts annuelles. Jean-Claude Roch est avec nous. Merci. Vous êtes de la direction régionale de... Alors, c'est les finances publiques. Les finances publiques, tout voilà. Et puis, nous aurons également une rubrique sport avec Jean Brun qui est sur la route pour nous ramener les images les plus fraîches possibles. Et la rubrique sexologie aussi, la rubrique sexe. C'est comme ça, sur les aléas du direct avec Ingrid Lebeau. On va parler film porno, figurez-vous. Enfin, ne vous émoustillez pas trop. Voilà, on fait ça très très sérieusement. On va parler réussite éducative avec Jean-Louis Gély. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous aviez une ministre aujourd'hui à Montpellier, Georges Pau-Langevin. Elle est justement ministre déléguée à la réussite éducative. Ça tombe bien, vous êtes adjoint au maire à la ville de Montpellier en charge de la réussite éducative. On a bien fait les choses. Aujourd'hui, le Kezaki, qu'est-ce que c'est? Le Kezaki 2 même. Alors, j'ai perdu les deux gagnants du jour, mais ce que je sais, c'est que... Ah, ben ça s'affiche, regardez. Michel Flavier de Montpellier et Marie-Laure Homs de Saint-Jean-Védas. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que vous allez tout savoir du Kezaki 2 si vous restez attentifs. Du 1er avril au 30 juillet, participez au grand jeu le Kezaki 2 avec TV Sud et LCM et gagnez une Opel Adam et plein d'autres lots. Des séjours à Port-Aventura, des allers-retours pour la Corse avec la SNCM, des places de concert avec Sud Concert, des chèques cadeaux avec Cœur de Nîmes, des entrées pour l'Impérateur à plein tube et des entrées pour les plus beaux sites touristiques du Gard. Pour jouer, rendez-vous sur www.kezaki2tvsud.com. C'est jusqu'au 30 juillet. Jusqu'au 30 juillet, vous l'avez noté, voilà, et on a gagné des visites au site touristique du Gard et puis également des places pour l'Impérator, la grande soirée années 80. Mais tout de suite, ce sont les titres. Bonsoir Marlène, avec Carpel. une actualité sociale ce soir. Oui, dans le Gard, ils ne veulent pas abandonner leur entreprise alors que la liquidation judiciaire de Tamaris Industrie a été prononcée hier par le tribunal de commerce de Nîmes. À Alès, les 70 salariés de la fonderie ne baissent pas les bras. Ils ont organisé un roulement pour occuper le site et garder leur outil de travail en l'état, en espérant encore un repreneur pour la société. Et puis la réussite éducative, je le disais, Oui. présente à Montpellier aujourd'hui à travers son ministre. Oui, Georges Pau-Langevin a notamment visité le collège des Garrigues, quartier de la Paillade à Montpellier. Ici, une vingtaine de mamans d'origine étrangère vont à l'école 2 fois par semaine pour apprendre le français et appréhender l'environnement scolaire. Une initiative qui existe depuis 3 ans sur l'Académie de Montpellier et qui doit permettre une meilleure intégration des parents et des enfants. Et puis on a aperçu Jean-Louis Gély dans l'image à l'instant. Voilà, il est sur le plateau. Et puis tiens, si on allait faire un tour à Arles, rencontrer Chico et ses gypsies. Chico et les gypsies qui sont en tournage actuellement à Arles. Le groupe est en train de réaliser le clip phare de son dernier album, un nouvel opus essentiellement composé de reprises de musique festive. Shakira, Ricky Martin ou encore Juanes, tous les tubes de l'été vont y passer, avec quand même 2 ou 3 nouveaux titres sortis de l'album le 14 mai prochain. Voilà, en attendant, ils ont profité du beau temps pour tourner le clip. Ils ont bien fait de faire ça aujourd'hui parce que ça se dégrade. Ah, ça se dégrade. Ah oui, c'est ça votre affaire, parce que le week-end arrive, donc ça se dégrade. Oui, c'est mieux. Ça se couvre demain sur Montpellier. Des averses sont même prévues sur le sud-est. À Nîmes, on pourra encore profiter un peu du soleil. Et les températures également sont en nette baisse. Elles passent sous la barre des 10 degrés le matin. L'après-midi, il fera 14 à Béziers et 17 à Nîmes et Montpellier. Alors, 14 à Béziers, que dit notre réalisateur favori C'est faux, il dit c'est faux. Eh oui, mon gars, c'est comme ça, il va faire 14 à Béziers. Merci Marlène, rappel des titres à 19h. Et puis le journal complet, bien sûr, 19h30 sur TV Sud. On enchaîne avec la politique. Jean-Louis Gély, vous avez en charge la réussite éducative au sein de l'équipe municipale de Montpellier. Alors, vous étiez parmi les premiers à avoir ce type de mission dans les collectivités, puisque là, on a vu apparaître un ministère, mais ça a été la surprise pour certains. Vous avez fait partie des pionniers de cette nouvelle terminologie, ou je me trompe ?
Mais écoutez, c'est vrai que la terminologie des délégations municipales dans les communes, dans les grandes villes en particulier, est très variée. Vous avez l'éducation, les affaires scolaires. D'ailleurs, précédemment, à Montpellier, mes prédécesseurs avaient la délégation aux affaires scolaires, ce qui a une signification précise. C'est la compétence décentralisée obligatoire des communes pour la construction, l'investissement et le fonctionnement des écoles primaires. Les départements, ce sont les collèges, et les régions, ce sont les lycées. Mais par le biais des politiques volontaristes des communes, et c'est le cas à Montpellier depuis longtemps, dans ce qu'on appelle les temps périscolaires, avant l'école, après l'école, au moment du repas, les temps extrascolaires, les centres de loisirs, les centres aérés, à raison donc de ces dispositifs volontaristes qui ont été mis en place, il y a des contenus également à mettre en place, avec des acteurs, les personnels municipaux que je salue, et qui ont, pour une partie d'entre eux, une compétence en termes d'animation. Donc il faut pour cela qu'il y ait des objectifs, qu'il y ait une analyse des besoins, et par conséquent qu'il y ait un projet éducatif. Donc les affaires scolaires plus le projet éducatif égale réussite éducative, car l'objectif c'est la réussite, bien sûr. Alors justement, donc au gouvernement, vous appliquez le terme, du coup, avec une vraie ministre. Je ne crois pas que l'expression soit déposée à l'INPI, donc on a bien compris. C'est autorisé par le règlement. Et donc Georges-Paul Langevin était à Montpellier aujourd'hui, à l'initiative de l'Académie de Montpellier, du rectorat, dans le cadre d'assises économiques, justement, de la réussite éducative. Elle était en visite dans un collège, le collège des Garrigues, où on organise depuis quelques années, Marlène l'a rappelé dans les titres, l'alphabétisation de parents d'élèves, de parents venus de l'étranger, bien sûr, pour la plupart. On écoute la ministre. Nous avons mis l'accent sur la nécessité de favoriser une sorte d'alliance entre l'école et les parents, de favoriser les espaces parents dans les établissements scolaires et donc de faciliter tout ce qui peut aider au dialogue entre les enseignants et les familles. Parce que nous sommes convaincus de ce que s'il y a une cohérence entre ce qu'on apprend à l'enfant à l'école et ce qu'on lui apprend dans sa famille, eh bien, les choses vont se passer mieux. Mais bien évidemment, dans certains quartiers où vous avez des familles qui sont particulièrement modestes et où vous avez des familles qui ont des soucis avec l'apprentissage de la langue française, là, vous avez une attention spécifique à porter à ce type de famille et par conséquent, ça n'a pas besoin d'être répandu à tout le monde. Voilà, donc il faut effectivement se préoccuper aussi des parents. C'est ça, le principe de la réussite éducative, c'est pas simplement de travailler sur le contenu des cours, les programmes scolaires, comme on dit classiquement, mais bien de tout ce qui est l'environnement de l'enfant. Et le premier environnement d'un enfant, sont évidemment les parents. Ce type d'initiative, vous le disiez, c'est depuis quelques années. Il n'y a que dans ce collège-là, c'est quelque chose qui est répandu. Comment ça se passe? Est-ce que vous le faites avec les écoles primaires? Comment les parents d'enfants dans le primaire, comment ça se passe? Alors, je crois qu'il faut situer, vous avez commencé de le faire, le positionnement des acteurs. L'éducation, c'est d'abord l'affaire de l'État, c'est la compétence de l'État pour ce qui est l'enseignement, la scolarité, et par conséquent, c'est la compétence de l'administration de l'éducation nationale. Et je voudrais d'ailleurs saluer l'équipe académique, monsieur le recteur, l'inspecteur d'académie, qui a organisé aujourd'hui ces assises académiques de la réussite éducative en préparation d'assises nationales qui auront lieu le 15 mai à la Sorbonne, à l'organisation du ministère. Mais, bien évidemment, l'éducation nationale est le vaisseau amiral de l'éducation, c'est une expression que j'emploie souvent, mais elle est véritable, je crois. Mais l'éducation nationale n'est pas la seule dans l'éducation. Il y a les collectivités, je l'ai évoqué au début, il y a les familles, il y a les parents. Et je pense qu'on peut même dire que quelque part, la famille, c'est le premier éducateur des enfants. Or, chacun sait que toutes les familles ne sont pas à égalité vis-à-vis de cette mission éducative de leurs propres enfants, pour des raisons sociales, des raisons économiques, pour des raisons culturelles, pour des raisons d'origine, et qui, en même temps, voient cette capacité aggravée par le fait qu'elle ne maîtrise pas suffisamment la langue. Vous savez, le renforcement des apprentissages de la langue, en complément de la mission que remplissent avec efficacité les enseignants dans les cours, c'est la priorité des priorités. Et là où nous convergeons avec l'État, car le dispositif que vous avez montré, c'est un dispositif de l'État, qui est porté dans le collège des Garrigues, dans les Hauts-de-Massanes, quartier de la Paillade à Montpellier, par l'éducation nationale avec un financement de l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. Mais les collectivités locales sont partenaires et complémentaires de ces actions. Nous avons un point de convergence qui concerne les enfants. À Montpellier, par exemple, lorsque des enfants sont identifiés par leurs professeurs comme ayant
des difficultés à suivre dans la langue dès le cours préparatoire, le début de l'élémentaire et même dès la fin de la maternelle, en grande section de maternelle, eh bien, il y a un dispositif qui est mis en place, qui est co-soutenu d'ailleurs par l'État, l'Éducation nationale, l'Accès, l'Agence de la cohésion sociale et la collectivité, la ville, qui s'appelle les opérations coup de pouce lecture-écriture. J'en parle souvent parce que c'est un dispositif qui fonctionne très bien, qui est rempli par des professeurs, mais sur le temps périscolaire, parfois aussi par des animateurs et par des animateurs de la collectivité et d'associations d'éducation populaire, comme la Ligue de l'enseignement, par des petits groupes de 5, et qui impliquent aussi les parents, souvent les mères de famille. Et la ville de Montpellier, nous avons choisi d'amplifier cet effort et d'aller au-delà des quartiers qui sont classés en zone urbaine sensible ou en zone d'éducation prioritaire, parce qu'il y a des enfants qui ont aussi ces besoins dans d'autres écoles de la ville, pour faire en sorte qu'il y ait cet outil finalement de l'intégration, de l'insertion pour les familles, cet outil de l'émancipation et de l'autonomie pour tout le monde. L'apprentissage de la langue est sans aucun doute un axe décisif des politiques éducatives co-portées par les co-éducateurs que sont l'État, la collectivité, les parents et les associations. Vous avez en charge cette mission-là depuis ce mandat, depuis 2008. C'est ça. Vous faites quel bilan aujourd'hui? On est à peu près un an de prochaine élection municipale. Vous faites quel bilan de votre action et quel bilan justement de cette relation avec le ministère? Bien écoutez, le bilan est un bilan qui est positif, même si l'œuvre n'est pas achevée, le sera-t-elle jamais. Je pense que nous avons mis en place un socle en relation avec les différents partenaires. Je dois y ajouter les personnels communaux et nos organisations syndicales, les personnels enseignants et leurs organisations syndicales, les fédérations de parents d'élèves. On a compris que vous n'oubliez personne. Non, je n'oublie personne parce qu'on est vraiment dans le règne de la co-éducation et des partenariats. Alors, en disant cela en même temps, ce dont on s'aperçoit, c'est que on a beaucoup de dispositifs à côté de l'école, dans les temps périscolaires ou extrascolaires. Ce matin, lors des assises académiques, un responsable de l'éducation nationale faisait l'historique de tous les dispositifs qui ont été mis en place depuis plus de 30 ans dans les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. Il y en a beaucoup, c'est un euphémisme. Et on s'aperçoit que... Quand vous dites ça, on a l'impression qu'il y en a trop peut-être. C'est-à-dire qu'en fait... trop touffu, trop complexe. Voilà. Et du coup, pas forcément lisible pour les parents. C'est exactement ça. Chacun a sa pertinence en tant que tel, sans aucun doute. Mais il y a un étagement, un maquis, si vous voulez, qui est absolument nécessaire de mettre à plat, pas pour supprimer des choses, pour les amplifier, pour rationaliser, pour modéliser ce qui fonctionne et pour mieux valoriser le rôle de chacun. Alors, vous me parliez de bilan. Le bilan, il est ouvert vers le projet, parce que aujourd'hui, ce dont je me réjouis, c'est que le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, et avec lui, Madame Paul Angevin, met en place une loi d'orientation qui est en cours de discussion au Parlement, et qui permet d'ouvrir sur des dispositifs, d'abord qui renforcent les moyens pour l'éducation nationale, notamment en termes d'enseignants. Et je peux vous dire que ce n'est pas un luxe, compte tenu de l'hémorragie à laquelle on a assisté, en particulier dans le premier degré, dans les années précédentes. Mais au-delà ou en plus de la question des moyens, il y a aussi le renforcement de la formation des maîtres, qui avait disparu, vous le savez, après la scolarité en termes de formation des maîtres, et puis aussi qui institutionnise les projets éducatifs de territoire, qui seront sous la houlette des collectivités territoriales, l'ensemblier de ces politiques éducatives. Alors on parle bien de réussite éducative et pas seulement de réussite scolaire. La réussite scolaire est un élément de la réussite éducative et qui doit permettre, c'est le travail que nous avons entamé autour de la réforme des rythmes scolaires en termes de concertation, c'est un travail que nous avons entamé pour précisément identifier les priorités, identifier les besoins, identifier les dispositifs, pouvoir les rationaliser, les homogénéiser, avoir une politique d'objectifs, avoir une évaluation en même temps de ces dispositifs, bref, mettre en place une politique éducative qui intègre tous les temps de l'enfant, le temps à l'école, le temps dans le périscolaire, le temps dans la famille. Alors, justement, il y a cette grande réforme proposée, voulue par Vincent Peillon, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, la réforme des rythmes scolaires, passée à 4 jours et demi. Ça a été la surprise pour certains de se rendre compte que, à Montpellier, malgré tous les discours, votre présence, votre affirmation, la réussite éducative, finalement, Montpellier ne fera pas partie des premières communes à mettre en place ça en 2013, comme beaucoup d'autres communes, et comme certaines communes qui sont plutôt dirigées par des gens pas forcément d'accord avec ça, ce sera 2014. Vous le regrettez C'est étonnant parce que l'équation est très mal posée.
Le problème a été très mal posé. Le problème a été posé d'une façon événementielle et presque politicienne. Pas par le gouvernement, je dirais par tous ceux qui participent au débat, au pluriel. Il n'y a pas de course à l'échalote. Pourquoi tout le monde s'excite-t-il sur une échéance? Le président de la République a choisi dans le décret qui porte les rythmes scolaires, et les rythmes scolaires ne sont pas tout de la refondation de l'école, même si c'est un élément très important, le président de la République a fait porter dans le décret une option, 2013 ou 2014. Et on a bien compris qu'une majorité aujourd'hui des communes prennent l'option 2014. Mais pourquoi? Moi, je pense que les communes qui pensent avoir la garantie de la mise en œuvre d'un dispositif qui fonctionne bien dès la rentrée 2013 ont raison de commencer en 2013. Les communes qui considèrent, pour des raisons qui leur sont propres, qui sont liées au fonctionnement de leur dispositif, qui considèrent qu'il vaut mieux, et c'est pour ça que le président de la République a mis en place cette option, qu'il vaut mieux avoir 1 an de concertation, et nous la commençons en ce moment, la concertation. Nous mettons en place le conseil consultatif du projet éducatif de territoire pour la ville de Montpellier le 23 mai. Bien, ils ont raison de prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir, d'une part, identifier les capacités en termes d'animateurs pour des temps périscolaires qui, dans certaines périodes de la journée, mobiliseront beaucoup plus d'élèves que ceux qui existent aujourd'hui, donc les taux d'encadrement, pour avoir des contenus éducatifs de qualité, pour soigner l'articulation entre le temps scolaire et le temps périscolaire, pour avoir une bonne concertation avec à la fois le milieu enseignant et le milieu des parents d'élèves, bref, pour faire en sorte que dès le démarrage de ce nouveau dispositif, qui entraîne toute une série de problèmes sur lesquels je ne vais pas rentrer dans le détail, bref, pour avoir la certitude que non seulement le dispositif sera sur un reformatage complet aussi efficace ou aussi pertinent que ce qui existe aujourd'hui, mais même de meilleure qualité, avec une mobilisation plus ajustée de tous les partenaires, avec une complémentarité mieux assurée. Il y aura ce projet éducatif de territoire qui va permettre de rassembler tous les collaborateurs à cet objectif-là. Grande concertation tout au long de l'année. On est sollicité régulièrement, nous, la rédaction, comme les autres rédactions, par des parents d'élèves qui râlent parce qu'il manque ceci, il manque cela. Regardez ces quelques images d'une chaîne humaine. C'était en décembre dernier, du côté de Celle-Neuve. La maternelle Marie-Pape Carpentier, l'école primaire Léo Mallet, depuis plusieurs années. Ils s'inquiètent du manque de place. La mairie propose un redécoupage de la carte scolaire. Ça ne satisfait pas les parents. Où vous en êtes de tous ces dossiers, notamment celui de la carte scolaire? Alors, si vous voulez, là on touche à la compétence centrale qui est la construction et l'investissement en matière d'école. Nous avons sur Montpellier une augmentation de la démographie générale que tout le monde connaît, mais nous avons depuis le début de ce mandat, mais c'est une coïncidence, une augmentation de la démographie scolaire très importante, de l'ordre d'environ 400 à 500 élèves de plus chaque année, c'est-à-dire que depuis le début du mandat, nous avons environ 2000 élèves supplémentaires. Et cela est une bonne nouvelle, parce que cela signifie qu'il y a s'installer à Montpellier des parents... Ça veut dire qu'il faut créer concrètement une quinzaine de classes chaque année. Ça veut dire ça et ça veut pas dire ça, je m'explique. Dans les quartiers nouveaux, qui correspondent à la moitié de la progression de la démographie scolaire. On construit des écoles nouvelles. On aura construit 4 groupes scolaires dans ce mandat. Dans les quartiers plus anciens, où il y a des contraintes en termes de bâtiments, parce qu'on n'a pas de place pour faire les extensions nécessaires, ou bien parce qu'on peut faire 1 classe, 2 classes de plus, en utilisant par exemple des appartements de fonction désaffectés, mais les espaces communs, comme la cantine, les dortoirs pour le matériel, eux, on peut pas les agrandir. Ça veut dire qu'effectivement, il faut réfléchir à 2 leviers. Le premier levier, c'est effectivement la sectorisation, puisque vous savez qu'il y a une carte scolaire et que le principe, c'est qu'on scolarise les enfants dans l'établissement le plus proche du domicile de la résidence de leur famille. Donc, il faut voir si, dans un périmètre de proximité, il n'y a pas des écoles dans lesquelles il y a de la place. Ou même, éventuellement, parce que le mouvement n'est pas uniforme sur la ville, il n'y a pas une chute de la fréquentation. Bon, maintenant, bien évidemment, selon les quartiers, parce que ça c'est une règle générale, il peut y avoir des circonstances particulières qui font que cette démarche n'est pas adaptée. Donc cela signifie que dans des quartiers qui sont très contraints, où il y a une population qui évolue, où on a des écoles très anciennes, l'école Pape Carpentier, c'est une maternelle dite école Jules Ferry, qui date du XIXe siècle. Nous avons une dizaine d'écoles comme ça à Celle-Neuve et dans le centre-ville, et on a le même type de problématique sur un mode un peu mineur, dans le centre-ville et dans les faubourgs. Mais ça veut dire qu'il faut mettre en place, oui, des dispositifs nouveaux qui permettent d'assurer... Là, c'était un reportage qui datait de décembre dernier. Alors, nous avons fait mettre à l'étude, j'ai fait mettre à l'étude, avec l'accord de Madame le maire, la construction de plusieurs groupes scolaires dès le début de la mandature prochaine, et en particulier
un nouveau groupe scolaire qui sera positionné dans le quartier Nouveau-Saint-Roch et qui permettra de s'adresser à des populations scolaires importantes et surtout des moyens communs un peu saturés pour toutes les écoles du centre-ville, des faubourgs, entre le Plan-Cabane et le bois de Strasbourg, entre l'Écusson et les écoles d'eau d'écurie sur la place du 8 mai. Et puis aussi, mise à l'étude d'un projet de nouveau groupe scolaire qui concernera le quartier de Selle-Neuve, parce que l'école Pape Carpentier, il n'y a aucune possibilité physique d'extension. Et nous savons ensuite aussi que l'école élémentaire Léo Mallet, qui est distante de 200 mètres de l'école Carpentier, va connaître dans les années qui viennent une fréquentation très augmentée, très développée. Et naturellement, il faut anticiper et prendre en compte ces éléments. Donc, Jean-Louis Gély, restez avec nous pour la suite des aléas du direct. On marque une courte pause et Ingrid Lebeau va nous rejoindre. À tout de suite.